Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la ruée vers l'or haïtien. Dans un contexte international en mutation, vous allez voir que c'est l'avenir de notre pays qui se joue. Nous allons voir dans cette émission que la politique a son importance. En effet, en 2013, le Sénat haïtien a mis un moratoire sur les exploitations minières. En 2014, un projet de loi du gouvernement et de la Banque mondiale avait pour but de redonner tout le pouvoir d'exploitation aux sociétés étrangères, principalement canadiennes et américaines. Depuis la disparition du Parlement de l'œuvre du président Jovenel Moïse, la loi est bloquée. Ainsi, toutes les activités minières opérées par les dites sociétés sont illégales. Or, les enjeux financiers sont considérables. En effet, selon le site Enquête Action, dans un article du 10 janvier 2020, depuis quelques années, les richesses du sous-sol haïtien font saliver les compagnies étrangères. Des chiffres présagent que l'or, le cuivre, l'argent du sous-sol haïtien pourrait rapporter des milliards de dollars américains. Un chiffre qui revient souvent, c'est 20 milliards de dollars américains, mais les autorités haïtiennes le contestent. Toutefois, en 2012, un tiers d'Haïti a été livré à des recherches, explorations, licences d'exploitation ou soumises à une convention contrôlée par des entreprises étrangères et des firmes haïtiennes servant de paravent à des intérêts états-uniens et canadiens. La majorité de ces permis sont expirés et ne peuvent pas être renouvelés à cause du moratoire pris par le Parlement. Le journal Haïti en marche parle même d'un gisement de 23 millions d'onces d'une valeur totale de 40 milliards de dollars. Donc les enjeux sont hors normes. Il faut donc analyser cette question avec beaucoup de précaution et d'intérêt. L'histoire de l'or haïtien passe par plusieurs étapes. La découverte des mines par Christophe Colomb en 1492, le vol des réserves d'or d'Haïti en décembre 1914 par le gouvernement américain, la découverte des mines dans les années 80 un peu partout dans le pays, l'or exploité anarchiquement dans les années 2000 et l'incertitude d'aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi les États-Unis et le Canada ont beaucoup à perdre en Haïti. Cette histoire est celle de l'or d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Nous sommes dans un système international où l'or est devenu la valeur de référence du commerce, déclassant peu à peu le dollar américain. Aujourd'hui, les peuples paient leur pétrole avec de l'or et le pétrodollar est en espèce en déroute, ce qui marque un changement de paradigme qui prend tout son sens dans le contexte haïtien. L'expropriation de l'or haïtien commence dès 1492 donc avec l'arrivée des 3 caravelles de Christophe Colomb, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Au cours des années suivantes, des centaines de millions d'autochtones meurent dans les mines d'or. C'est pour les remplacer que les esclaves vont être vendus dans les colonies dès 1502. En 1914, les Marines américains s'emparent des réserves d'or d'Haïti et en quelques mois entament la plus longue occupation américaine à ce jour. Mais en 1980, des gisements d'or et d'argent ont été découverts à Monbossa, du côté de Milo, et à Grand-Bois, du côté de Lambé. En 1983, des gisements d'or sont découverts à Grand-Bassin cette fois. En mars 1987, le BME a présenté à la presse haïtienne les résultats positifs obtenus sur les gisements d'or de Grand-Bois et de Monbossa. Selon Haïti en marche, Haïti a signé en 1997 des contrats avec 3 sociétés minières canadiennes et américaines, dont la Somine, pour la réalisation d'études de faisabilité. La Somine SA Haïti est la société minière du Nord-Est, détenue conjointement par la société canadienne Majesca Resources Inc., une société d'Ottawa, et des investisseurs haïtiens. Des permis d'exploitation à Monbossa ont été accordés
à VCS Mining, une société minière de la Caroline du Nord, filiale de la Delta Société Minière SA, qui possède des bureaux en Haïti. Mais c'est en 2006 que de nouvelles mines attirent l'attention des grands groupes mondiaux et font passer Haïti au cœur des stratégies des deux grands voisins nord-américains, le Canada et les États-Unis. L'ordre d'aujourd'hui pose pas mal de défis, tant au gouvernement haïtien qu'aux multinationales exportatrices. En effet, le 21 février 2015, on pouvait lire dans Paris Match, de la plume de Jérôme Huffert, ceci. Aussi surprenant que cela paraisse, le pays maudit est vêtu d'un manteau d'or. C'est le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, dont l'indice a classé Haïti parmi les 20 pays les moins développés du monde, qui en a officialisé la découverte, dès 1972, lors d'une grande campagne d'analyse du sous-sol. Aujourd'hui, certains politiques avancent un potentiel de 15 milliards d'euros. De quoi allécher les compagnies internationales. Puis ceci. Près de 3885 km² principalement dans les montagnes du Nord, soit 15% du pays, sont déjà sous concession minière. Cela signifie que ce territoire est déjà sous une licence de recherche, d'exploration ou d'exploitation, ou est soumis à une convention contrôlée par des firmes américaines et canadiennes. Deux grandes sociétés opèrent en effet en Haïti. La compagnie minière canadienne Eurasian Minerals Inc. et la Newmont Mining Corporation, une multinationale du Colorado qui est le deuxième producteur d'or au monde et qui exploite les plus grandes mines du monde au Pérou, au Mali, en Indonésie, en Afrique du Sud et même aux États-Unis. En effet, l'Eurasian Minerals Inc., une société mondiale d'exploitation d'or et de cuivre, opère dans le nord du pays depuis plus de 15 ans, depuis le début de l'année 2006. Depuis plus d'une décennie, le groupe IFC, International Finance Corporation, membre du groupe de la Banque mondiale, a investi dans la société Eurasian Minerals Inc. pour soutenir l'exploration d'or et de cuivre en Haïti. Selon Paris Match, Dominique Boisson, professeur de géologie à l'Université d'État d'Haïti, travaille pour le groupe canadien. Quant à Newmont Mining Corporation, connu pour la violation des droits humains et la pollution des eaux, notamment au Pérou, dans la mine d'or de Yanacocha, il a largement investi auprès de Eurasian Minerals. Les deux envisagent l'exploitation de 6 projets miniers dans le nord d'Haïti. Plusieurs mines sont exploitées dans des conditions défiant toutes les règles de sécurité et de respect de l'environnement. C'est le cas de la mine Lac Wave dans le nord-est du pays, près de Wanamette, qui est exploitée dans ces conditions précaires depuis plusieurs années. C'est le cas aussi de la mine d'or et de diamants de Savane-la-Place. C'est le cas de l'exploitation des mines à Grand-Bois et bien d'autres encore. L'ordre de demain dépend de la mise sous tutelle de la classe politique haïtienne et des contrats d'exploitation favorables aux sociétés canadiennes et américaines. L'ordre d'aujourd'hui et de demain pose un défi de taille à l'environnement haïtien. En effet, le cyanure utilisé pour l'extraction de celui-ci est un poison pour les rivières, les sources et les nappes phréatiques. Les sociétés étrangères bénéficient de la complicité du monde politique ou du monde des affaires. Elles recrutent des hauts fonctionnaires haïtiens, comme ce fut le cas du recrutement comme consultant de l'ancien ministre de l'économie et des finances haïtien de 2009 à 2011, Roland Baudin, devenu consultant donc pour Newmont Mining Corporation et Eurasian Minerals Inc. Deux ministres ont récemment signé un protocole d'entente avec Newport Mining et Eurasian Minerals Inc., qui leur permet de commencer le forage dans un des sites en exploration, malgré la loi haïtienne qui stipule qu'un forage ne peut être entrepris sans une convention minière. La loi minière de 1976 stipule que toute convention minière internationale doit passer par le Parlement pour être approuvée et prendre la forme d'une loi. Pour la contourner, l'exécutif utilise des sous-traitants locaux afin de donner un pseudo-caractère national
aux conventions, ce qui permet in fine à l'État de pouvoir opérer par décret. Par ces mécanismes, on assiste à la fuite silencieuse des ressources. Sans le savoir, Haïti est le pourvoyeur en matières premières d'un monde qui en a besoin pour s'industrialiser. Comme le Congo ou autres, Haïti connaît la malédiction des matières premières, pour reprendre une formule de Richard Otti. De plus, quand il est de bonne volonté, l'État haïtien est défaillant et n'a pas le poids pour négocier avec des mastodontes comme Newmont Mining Corporation, Resource General Corporation, Sono Global Holding, 3D Resources, etc. Mais peut-être que cette défaillance arrange certains intérêts globaux. L'or est devenu la grande référence en termes d'échange au niveau mondial. Depuis les sanctions contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En effet, depuis les sanctions contre la Russie et le gel de ses avoirs en dollars, on assiste à deux phénomènes. 1. La dédollarisation au profit du yuan, la monnaie chinoise. Et 2. La dédollarisation au profit des réserves d'or. Selon plusieurs sources, le gouvernement du Ghana a conclu un accord provisoire avec l'Emirates National Oil Company, ENOC, une société pétrolière basée à Dubaï, qui consiste à payer le pétrole avec son or. À partir d'octobre 2023, tous nos besoins en produits pétroliers seront échangés contre de l'or, A déclaré Kabirou Mohamed, conseiller économique du vice-président ghanéen Mohamedou Baoumia. L'Inde aussi se dédollarise en achetant du pétrole aux Émirats arabes unis en payant en or. Cela veut dire que l'or est devenu une monnaie d'échange comme elle l'a été par le passé, notamment en 1970, lorsque les pays du Golfe recevaient de l'or en échange de leur pétrole. L'Iran l'a fait plus récemment afin de contourner les sanctions américaines. La Russie s'y met après le gel de ses avoirs en dollars dans les banques occidentales. Aujourd'hui, tout le monde veut posséder de l'or physique pour se protéger et diversifier ses réserves de change. La dévaluation des monnaies traditionnelles conduit à l'inflation et à l'épuisement des réserves de change. Dès lors, les devises comme l'argent et surtout l'or prennent la relève et assurent davantage de stabilité. Tout porte donc à croire que la valeur de l'or va continuer à augmenter, car s'approvisionner en or, c'est renforcer ses réserves de change et s'assurer un avenir. Dès lors, on comprend pourquoi l'or haïtien intéresse autant les sociétés américaines et canadiennes qui sont protégées par le gouvernement respectif. Haïti attise donc l'impatience et la convoitise de plusieurs transnationales, nous dit Éric Thomas. Mais Haïti ne doit pas brader son or ou se laisser le dérober sans aucune contrepartie valable. Haïti se trouve dans un tournant. Les décisions d'aujourd'hui auront des conséquences graves sur plusieurs générations. Ainsi, nous devons être attentifs à trois choses. D'abord, Haïti doit tout faire pour éviter une occupation étrangère, comme en 1492, comme en 1915. Vous remarquez qu'à chaque invasion, Haïti perd une partie de sa richesse, surtout son or. Or, le Canada, l'acteur le plus actif dans la crise haïtienne, est l'ogre de l'or. C'est le pays avec la plus grande activité minière au monde. Attention au Canada. Ensuite, les élections sont un enjeu important. Plus que jamais, Haïti doit bien choisir ses dirigeants. Enfin, il faut tout faire pour protéger la Constitution de 1987 qui impose des garde-fous à la souveraineté nationale. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette question fondamentale de ce changement de paradigme dans le contexte international où Haïti joue son avenir. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à Haïti, le pays que vous aimez tant. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.